Dans les pages poussiéreuses de l'histoire, certains noms sont gravés en lettres d'or. Des hommes qui, sans être nés dans une dynastie royale, ont pourtant changé la carte du monde à jamais. Parmi eux, un nom brille plus fort que tous les autres, Napoléon Bonaparte. Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple garçon, né sur une île modeste, a pu s'élever jusqu'à devenir le maître de l'Europe entière? Pourquoi, encore aujourd'hui, les plus grandes académies militaires du monde étudient-elles ses stratégies avec admiration et respect? Aujourd'hui, sur Mondes et Destins, nous n'allons pas seulement parler des batailles de Napoléon. Nous allons plonger dans son obsession dévorante, ses amours passionnés, sa solitude profonde et surtout dans le récit de sa chute tragique, une chute si brutale qu'elle vous donnera des frissons. Ce n'est pas une histoire de réussite. C'est l'histoire d'un homme qui a osé défier le destin et en a payé le prix. 1769. Sur l'île de Corse, dans la ville d'Ajaccio, naît Napoléon Bonaparte. À cette époque, l'île vient tout juste de passer sous domination française. Sa famille appartient à la petite noblesse locale, mais aux yeux des Français, ils restent des étrangers. À seulement 9 ans, Napoléon est envoyé dans une école militaire en France. Imaginez ce jeune garçon, perdu dans un monde qui n'est pas le sien. Son accent français est étrange, différent. Ses camarades se moquent de lui, l'appellent avec mépris le Corse. Chaque rire, chaque insulte creuse un peu plus une blessure en lui. Mais cette humiliation ne le brise pas. Elle allume en lui un feu silencieux. Napoléon parle de moins en moins aux autres et se réfugie dans les livres. Des heures entières passées à la bibliothèque, à dévorer les vies d'Alexandre le Grand, de Jules César et des plus grands conquérants de l'histoire. En faisant glisser ses doigts sur les pages, une pensée l'obsède. Un jour, cette France s'inclinera devant moi. Il excelle en mathématiques, et ce talent, qui semble anodin à l'époque, deviendra plus tard une arme redoutable, le calcul précis des trajectoires, la puissance des canons, la science du champ de bataille. Sans le savoir encore, ce garçon solitaire est déjà en train de forger le destin qui fera trembler l'Europe. Alors que Napoléon grandit, l'air de Paris sent le sang. La Révolution française a éclaté. Le règne de Louis XVI s'effondre. Dans les rues, le peuple crie famine, réclame du pain, tandis que la guillotine tranche les têtes de la famille royale et des ennemis de la Révolution. 1793. La France est déchirée par la guerre civile. À l'extérieur, la Grande-Bretagne et l'Espagne tentent d'envahir le pays, profitant du chaos. C'est dans ce moment critique que Napoléon obtient sa première grande chance. La ville de Toulon est tombée aux mains des Britanniques. Les généraux français échouent, incapables de reprendre le port stratégique. Alors surgit un jeune capitaine de 24 ans, porteur d'un plan audacieux. Napoléon comprend mieux que quiconque la puissance de l'artillerie. Il calcule, observe, anticipe. Son plan est simple, mais génial. Frapper là où la flotte britannique est la plus vulnérable. Sous le feu précis de ses canons, la marine britannique est contrainte de fuir. Toulon est reprise. En une seule bataille, Napoléon passe de l'ombre à la lumière. Du jour au lendemain, il est nommé général de brigade. Mais le pouvoir s'obtient parfois rapidement. Le conserver, lui, est infiniment plus dangereux. Napoléon le savait-il? Savait-il que les jours les plus sombres de sa vie l'attendaient encore? Derrière le visage dur de l'homme de guerre se cachait aussi un cœur passionné. C'est à cette période qu'entre dans la vie de Napoléon Joséphine de Beauharnais. Joséphine est plus âgée que lui. Elle est mère de 2 enfants. Mais Napoléon en tombe éperdument amoureux, à tel point que même depuis le champ de bataille, il lui écrit presque chaque jour. Dans l'une de ses lettres, il lui confie ces mots bouleversants. « Sans ton amour, ma vie est un désert. » Mais cet amour était-il sa plus grande force ou sa plus dangereuse faiblesse? Aux frontières de l'Italie, alors qu'il fait face à des milliers de soldats ennemis, Napoléon garde dans sa poche le portrait de Joséphine. L'absence de ces lettres lui fait plus mal que les boulets de canon de l'ennemi. En 1796, on lui confie le commandement de la campagne d'Italie. Lorsqu'il se présente devant ses troupes,
La réalité est brutale. Des soldats sans chaussures, mal vêtus, affamés, épuisés. Napoléon les regarde droit dans les yeux et prononce des mots qui entreront dans la légende. Vous n'avez rien. Mais sur la terre d'Italie, il y a tout. Allons le prendre. À cet instant précis, ce ne sont plus des soldats misérables, ce sont des hommes prêts à suivre Napoléon, jusqu'au bout du destin. 1798. Napoléon ne rêve plus seulement de l'Europe. Son regard se tourne désormais vers l'Orient. À la tête de 350 navires et de 35 000 soldats, il met le cap sur l'Égypte. Son objectif est clair, couper la route commerciale britannique vers l'Inde et frapper l'Empire anglais au cœur. Mais cette expédition n'est pas une conquête ordinaire. Napoléon n'embarque pas seulement des soldats. Il emmène avec lui 160 savants, mathématiciens, ingénieurs et artistes. Car Napoléon le sait, on peut conquérir un pays avec l'épée, mais on conquiert l'histoire avec le savoir. Dans le désert égyptien, les soldats français suffoquent sous une chaleur écrasante. C'est alors que surgit l'armée des Mamelouks. Face aux pyramides, Napoléon s'avance et prononce une phrase devenue immortelle. Soldats, souvenez-vous que du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. La bataille des pyramides est une victoire éclatante. Mais en mer, le destin bascule. La flotte française est anéantie par l'amiral britannique Horatio Nelson. Napoléon est désormais piégé en Égypte, coupé de la France. Pourtant, même encerclé par le désert et les ennemis, il ne renonce pas. C'est durant cette campagne qu'est découverte la pierre de Rosette. Grâce à elle, l'humanité parvient pour la première fois à déchiffrer les hiéroglyphes de l'Égypte antique. Et les trésors que le monde admire aujourd'hui au musée du Louvre trouvent, pour beaucoup, leur origine dans cette expédition hors du commun. Napoléon n'a peut-être pas conquis l'Orient, mais il a changé à jamais la manière dont l'histoire serait racontée. Pendant que la guerre fait rage en Égypte, la France sombre dans le chaos. Le gouvernement est gangrené par la corruption. Le peuple est fatigué, désespéré, et cherche un sauveur. Napoléon comprend que l'instant est venu. En secret, il quitte l'Égypte et traverse la Méditerranée à bord d'un petit navire, défiant la flotte britannique. À Paris, il est accueilli comme un héros. Le 9 novembre 1799, une date qui entrera dans l'histoire sous le nom du 18 Brumaire, Napoléon prend le pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang. La République s'effondre. Napoléon se proclame premier consul. À seulement 30 ans, il devient l'arbitre du destin de toute une nation. Mais Napoléon n'est pas seulement un homme de guerre. C'est aussi un réformateur visionnaire. Il instaure le Code Napoléon, un ensemble de lois qui deviendra la base juridique de nombreux pays à travers le monde. Il fait construire des routes, réforme l'éducation, modernise l'administration, et fonde la Banque de France. La France retrouve l'ordre, la stabilité, l'espoir. Mais une question demeure. Son ambition pouvait-elle réellement s'arrêter là? Non. Napoléon aspirait à quelque chose que, depuis des siècles, aucun Français n'avait osé revendiquer. Et c'est là que le destin commence à trembler. 2 décembre 1804. La cathédrale Notre-Dame de Paris est comble. Le pape Pie VII est présent pour couronner Napoléon. Selon la tradition, la couronne aurait dû être posée sur sa tête par le pape lui-même. Mais soudain, Napoléon accomplit un geste qui stupéfie le monde entier. Il saisit la couronne des mains du pape, et la pose lui-même sur sa tête. Par cet acte, il envoie un message clair à l'Europe. Ce pouvoir, il ne l'a pas reçu par héritage. Il l'a conquis par la force de son épée. Puis, dans un silence solennel, il couronne Joséphine impératrice. Le fils d'une île lointaine, un simple garçon corse, est désormais empereur des Français. Mais cette couronne est faite d'épines. Les grandes dynasties d'Europe refusent d'accepter qu'un ancien soldat devienne empereur. La Grande-Bretagne, la Russie et l'Autriche s'unissent et forment une vaste coalition contre Napoléon. Devant lui se dresse alors l'épreuve ultime. Il ne doit plus seulement prouver qu'il mérite le trône. Il doit prouver qu'il est capable de le défendre. Et pour cela, l'Europe entière devra trembler. 1805. Vient alors la plus grande victoire militaire de la vie de Napoléon, la bataille d'Austerlitz, surnommée la bataille des 3 empereurs. D'un côté, Napoléon. De l'autre, les immenses armées de la Russie et de l'Autriche. Inférieur en nombre, Napoléon tend pourtant un piège parfait. Il feint la faiblesse, attire l'ennemi, et, au moment décisif, referme la nasse. En ce matin enveloppé de brouillard, sa manœuvre sidère l'Europe entière. À la fin de la bataille, les armées russes et autrichiennes sont anéanties. Après Austerlitz, Napoléon redessine la carte de l'Europe. Il place ses frères sur les trônes de plusieurs royaumes, étendant son influence sur le continent. À cet instant précis, Napoléon est l'homme le plus puissant du monde. À un simple geste de sa main, l'Europe tremble. Mais même au sommet de la gloire, le bonheur lui échappe. La distance grandit entre lui et Joséphine. Elle ne peut lui donner d'héritier.
Et pour préserver l'Empire, Napoléon doit désormais faire face à un choix cruel. Un choix où le pouvoir entre en conflit avec l'amour. Le destin, une fois encore, lui présente son prix. Dans cette histoire, nous n'avons raconté que la moitié de la vie de Napoléon Bonaparte. L'autre moitié, la plus tragique, la plus humaine, la plus bouleversante, reste encore à découvrir. Si vous souhaitez entendre l'intégralité de son destin, si vous voulez connaître la suite de cette vie faite de gloire, de solitude et de chute, alors laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Merci du fond du cœur à nos amis de France, et à tous les autres, partout dans le monde, pour votre amour, votre fidélité et votre confiance. Restez avec Monde et Destin. L'histoire continue. Cœur noir parchemin.